Aujourd'hui, la majeure partie des richesses du monde appartiennent à l'Occident. En France, la majorité fait partie des 10% des gens les plus riches de la planète. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Eh bien, pas du tout. Entre moins 3300 et l'an 1000, l'Europe était moins développée technologiquement que l'Égypte, la Mésopotamie et le Moyen-Orient. Au XIVe siècle, l'empire du Mali de Mansa Moussa était le plus riche du monde. Du XVIIe au XIXe siècle, l'Inde a la même part du PIB mondial que les États-Unis d'aujourd'hui. Et la Chine a le premier PIB mondial jusqu'au XVIIIe siècle. Samir Amin a écrit, à partir du travail de René Etiamble dans le livre L'Europe chinoise, que la Chine est, tout au long de cette longue histoire, la région la plus avancée sur tous les plans. Elle dispose en moyenne de la plus forte productivité agricole par tête, du plus grand nombre de villes abritant une population administrative éduquée et artisanale qualifiée. Ce modèle d'un État chinois rationnel, méritocratique et séculier, c'est-à-dire laïque, inspire énormément les philosophes des Lumières. L'Europe, pendant 15 siècles, est une périphérie marginale du Moyen-Orient, de la Chine et de l'Inde, qui produisent 8 à 10 fois plus de surplus qu'elle. Alors, comment l'Occident est devenu plus riche que le reste du monde durant ces 3 derniers siècles? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre, et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Alors, il y a 2 grandes explications à ce processus d'enrichissement. La première, c'est de dire que l'Occident s'est enrichi via l'exploitation, la colonisation, l'esclavage, l'impérialisme. Et la deuxième, c'est de dire que l'Occident s'est enrichi grâce au libre marché et à ses institutions libérales. Bien sûr, la première thèse est la plus évidente. L'Occident est passé de moins d'un cinquième du PIB mondial avant la colonisation à la majorité du PIB mondial au début du XXe siècle. Et cette part de l'Occident dans le PIB mondial a commencé à descendre à partir des années 60 et des processus de décolonisation, au profit du PIB des anciennes colonies et des semi-colonies. Prenons la plus grande richesse française du XVIIIe siècle, Antoine Crezat. Il était le plus grand négrier d'Europe. Et avec sa richesse acquise dans les colonies, il a fait construire l'un des hôtels les plus luxueux du monde, le Ritz. Ça faisait très... c'est pas sorcier. Eh oui, Jamy, c'était là. On y va. Et cet esclavagiste a aussi fait construire le palais de l'Élysée où réside actuellement Emmanuel Macron. Prenons au hasard la plus grande fortune de France, Bernard Arnault, le président de LVMH. Le H de LVMH veut dire Hennessy. C'est la célèbre compagnie de cognac qui s'est enrichie dans le commerce triangulaire. Ces bouteilles servaient de monnaie d'échange avec les esclaves. Prenons aussi l'exemple de l'entreprise française qui a le plus gros chiffre d'affaires dans le monde aujourd'hui, AXA. Elle est constituée entre autres d'une compagnie d'assurance fondée par Jacob Lepan, un planteur esclavagiste de Saint-Domingue. Le commerce colonial a développé des entreprises, mais aussi de nombreuses villes françaises, que ce soit Lorient qui a été bâti pour le commerce avec l'Orient, mais aussi Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Saint-Malo, Marseille, Rouen, Le Havre, etc. Mais bizarrement, selon la droite nationaliste et libérale, la colonisation et l'esclavage n'étaient pas profitables pour la France. Certains affirment même que l'Empire français était une ruine. Ces auteurs s'appuient toujours sur le travail d'un économiste, Jacques Marseille, qui avait mené une thèse à la Sorbonne en 1984 sur ce sujet, et résumé dans ce livre. Maintenant, voyons ce que dit vraiment Jacques Marseille. Le premier fait qui mérite d'être souligné est la bonne affaire que représente l'investissement colonial. Les taux de profit réalisés par les entreprises exploitant aux colonies se révèlent bien supérieurs à ceux des sociétés exerçant leur activité en métropole ou à l'étranger. Peu de sociétés françaises versaient à leurs actionnaires de tels dividendes. Peu de territoires présentaient de telles conditions de sécurité. Le marché colonial jouait déjà, en 1914, un rôle fondamental dans la croissance économique de la France. L'Empire se place au tout premier rang des champs d'expansion du capitalisme français. En 1492, Christophe Colomb débarque en Amérique et à partir de cette date-là, les commerçants européens vont rapidement s'enrichir grâce aux ressources produites d'abord par les esclaves amérindiens, puis par les esclaves africains. On peut citer le coton, l'or et l'argent, le sucre, mais aussi d'autres produits au pouvoir addictif comme le café et le cacao et le chocolat. Puis avec l'Asie, il y aura aussi le thé et l'opium qui sont incultivables sur les terres européennes. Et l'économie coloniale fait vivre directement un grand nombre de marins. En effet, selon Martin Acera et Jean Meyer, historiens du CNRS, au XVIIIe siècle, on arrive au meilleur moment à quelques 80 000 jambes de la mer, soit avec les femmes et les enfants, un maximum de 400 000 âmes. Et bien sûr, les villes portuaires attirent la population rurale car elles leur promettent des meilleures sources de revenus. C'est le cas de Bordeaux qui passe de 45 000 habitants à la fin du XVIIe siècle à 120 000 habitants en 1789, ce qui est un signe d'enrichissement d'un grand nombre de personnes et non pas seulement des grands bourgeois. En 1712, le commerçant Antoine Crezat est la plus grande fortune de France. Et il achète à Louis XIV le monopole du commerce sur le territoire de la Louisiane. Il est nommé directeur de la Compagnie des Indes orientales. Son accès au large territoire de l'Inde française lui permet notamment d'écouler des stocks d'or et d'argent qu'il a obtenus dans les colonies espagnoles d'Amérique via la traite d'esclaves. Sur les côtes indiennes, il remplit des bateaux de coton, d'épices, de riz, de thé, d'ivoire et surtout de soieries qu'il revend en Europe avec des marges allant parfois jusqu'à 500%.
Sa fortune s'élève à 1% du PIB de la France, l'équivalent de 300 milliards d'euros actuels. Si l'on en croit l'analyste financier Pierre Ménard et auteur de sa première biographie. Il écrit aussi « Crozat change le paradigme de la société. Par ses participations dans les grandes aventures marchandes, sa recherche inconsidérée du profit, son absence de morale, il sonne le glas du modèle féodal, où la richesse est principalement tirée de la terre pour faire entrer l'Europe dans l'ordre capitaliste. » Mais Antoine Crozat est aussi le directeur de la Compagnie de Guinée, dont Louis XIV est actionnaire, et qui a pour mission d'acheminer du port de Nantes le plus grand nombre d'esclaves noirs possible à Saint-Domingue. De 1525 à 1866, ce sont plus de 12 millions d'Africains qui sont déportés en tant qu'esclaves pour traverser l'Atlantique, principalement au XVIIIe siècle. C'est une ponction énorme qui représente 1/5 de la population africaine à cette époque. Et bien évidemment, ça transforme l'Afrique en profondeur. Dans ses mémoires, le négrier Théodore Cano écrit « Toujours et partout, les Africains ont été esclaves. Néanmoins, j'affirme sans hésiter que les 3/4 des esclaves exportés d'Afrique sont le fruit de notre propre race. Je le répète, c'est les convoitises de toutes ces marchandises qui est à l'origine des guerres entre Africains, guerres dont le but est de faire des esclaves. Bien sûr, il a existé un petit nombre d'autres sociétés esclavagistes dans l'histoire. On peut citer la Grèce, Rome, le royaume du Congo, Dassé ou encore l'empire du Sokoto, où le surplus économique reposait principalement sur l'esclavage. Mais les Antilles françaises, qui atteindront 700 000 esclaves, constituent la plus forte concentration d'esclaves jamais observée dans l'histoire, avant les États-Unis au XIXe siècle. Et cet esclavage prend une forme inédite. Par exemple, les esclaves de la Grèce, de l'Égypte, du califat de Sokoto ou encore de l'Empire ottoman pouvaient occuper des postes élevés dans l'administration ou dans l'armée et accéder aux hautes sphères, ce qui était impossible dans le cas de l'esclavage racial transatlantique. Et il est accompagné aussi d'une connotation raciale qu'il n'y avait pas à l'époque. Les Noirs sont considérés comme esclaves parce que noirs. La colonie française de Saint-Domingue, actuellement Haïti, est la société la plus inégalitaire connue dans l'histoire de l'humanité. Et c'est elle qui produit la moitié de la production mondiale de café, de coton et un tiers du sucre. Et grâce aux Antilles, le XVIIIe siècle est le seul siècle dans l'histoire de l'humanité où la France a occupé la première place dans le commerce mondial. D'après l'historien et chercheur du CNRS, Jacques Decona, spécialiste d'Haïti, un Français sur 8 vivait directement ou indirectement des revenus liés à la colonie. Selon la couronne et les colons, en 1789, Haïti produit 30 millions de francs or de recettes par an pour 50% de coûts de production. Sur 6 ans, cela représente 30 milliards d'euros. Avec les données dont on dispose sur l'évolution de la population esclavagisée, de la production de l'île, de l'exportation et de la consommation locale, on peut déduire tout le profit tiré de l'île durant ce siècle, à peu près plus de 200 milliards d'euros. Et Haïti représentait entre 23 et 28% de la production coloniale française. En prenant en compte les autres colonies, on peut en déduire que l'ensemble de l'exploitation coloniale au XVIIIe siècle a rapporté à la France plus de 700 milliards d'euros. À titre de comparaison, c'est plus que toute la fortune des milliardaires français réunis aujourd'hui, qui vaut environ 540 milliards d'euros. Lors de la Révolution française de 1789, le club de l'hôtel Massiac se réunit dans l'hôtel derrière moi pour décider de suspendre l'application de la Déclaration des droits de l'homme dans les colonies. En 1800, dans ce même hôtel, Napoléon fonde la Banque de France, dont 10 des 18 administrateurs étaient des acteurs majeurs de l'esclavage. En 1802, il déclare lors d'une séance au Conseil d'État que « Je suis pour les Blancs parce que je suis blanc. Je n'ai pas d'autre raison. » Et celle-là est la bonne. Il envoie alors le général Leclerc, son beau-frère, pour mener une guerre génocidaire à Saint-Domingue. La population noire est traquée et même dévorée par des chiens dressés pour cela. Elle est aussi gazée au soufre dans les cales de bateaux et les enfants sont enveloppés dans des sacs où, après avoir été poignardés, ils étaient jetés à la mer. Mais heureusement, l'armée napoléonienne est défaite par l'armée indigène menée par Toussaint Louverture. Saint-Domingue devient Haïti et l'exemple de sa révolution victorieuse force la France puis le reste du monde à abolir l'esclavage. Mais malheureusement, la France impose un embargo à l'île et l'oblige à payer 30 milliards d'euros pour compenser les anciens propriétaires d'esclaves français. Cette dette doit être multipliée par 2 si on prend en compte le remboursement des emprunts que Haïti a été obligé de faire auprès des banquiers français. Et Haïti a continué à payer cette dette jusqu'en 1957, soit sous la Troisième République. La dette qui est imposée à Haïti en 1825, c'est de l'ordre de 3 années de production nationale d'Haïti à l'époque, donc on dirait aujourd'hui 300% du PIB, ce qui évidemment n'est pas remboursable en une seule fois par définition. Donc ce qui va se passer, c'est que les banquiers français vont venir pour proposer évidemment de refinancer tout ça moyennant taux d'intérêt, et donc des intérêts vont s'ajouter à cette dette initiale, et c'est ça qui fait que pendant presque un siècle et demi, jusqu'aux années 1950, Haïti se retrouve à rembourser à la France, enfin à l'État français, l'argent est versé à la Caisse des dépôts, puis reversé ensuite aux anciens propriétaires d'esclaves. Cet enrichissement colonial direct a un rôle important dans le décollage capitaliste de l'Europe. On est à peu près certain que les ports français se sont enrichis du commerce extra-européen. D'abord, on voit les chiffres du commerce et on voit qu'ils augmentent. Ensuite, on voit les chiffres des fortunes. On voit que les marchands deviennent de plus en plus riches et de plus en plus nombreux. On voit la migration. On voit que beaucoup de marchands de l'intérieur ou de bourgeois de l'intérieur cherchent à rejoindre les ports et cherchent à profiter de cette économie marchande, de ce commerce international. Et puis ça, c'était quelque chose qui était évident pour les contemporains. De toutes les manières, les contemporains voyaient bien la richesse de Nantes, l'évolution de Nantes, ils voyaient bien la richesse de Bordeaux, ils voyaient bien ce qui se passait à Marseille. Il n'y a pas de doute sur le fait que ces ports ont profité de cette activité commerciale. Cette accumulation elle-même permettait la croissance de la production française et de la consommation, même rurale. On constate que les paysans vivent plutôt mieux tout au long du XVIIIe siècle.
Quand on regarde les inventaires après décès, le nombre de vêtements augmente, se diversifie, les bancs sont remplacés par des chaises, les coffres sont remplacés par des armoires, et on voit des services à café qui apparaissent dans des ménages pas très riches, mais on sait aussi qu'ils consommaient du café, qu'ils consommaient du sucre. Ainsi, selon Dodin, une simulation permet de supposer que, sans le secteur intercontinental permis par la colonisation, le stock de capital français aurait été plus faible de 43% en 1790 et le revenu français par habitant plus faible de 12%. Cela représente 3/4 de croissance en moins sur l'ensemble du siècle. C'est énorme, hein? Et selon Engels et Marx, déjà à cette époque, les ouvriers anglais tiraient profit de la colonisation. Au 19e siècle, la première colonisation, avec un esclavage qui est limité à quelques territoires, ne suffit plus. Et à la fin du 18e siècle, l'Europe est tout près de buter sur une contrainte écologique de grande ampleur. En effet, au Royaume-Uni, mais aussi en France, au Danemark, en Prusse, en Italie ou en Espagne, les forêts avaient disparu à vive allure au cours des siècles précédents. Et c'est la colonisation qui va permettre de dépasser cette contrainte écologique. Vers 1830, les importations de coton, de bois, mais aussi de sucre reçues par l'Angleterre en provenance des plantations correspondent à l'exploitation de plus de 10 millions d'hectares de terres cultivables, soit entre 1,5 et 2 fois le total des terres cultivables présentes dans le Royaume-Uni. Au milieu du 19e siècle, l'exploitation prend une forme différente, plus globale et plus sophistiquée. La conquête des territoires d'Afrique et d'Asie permettent aux propriétaires français d'obtenir des actions exclusives dans les pays colonisés, ce qui permet d'extraire entre 5 et 10% de la production totale. Cette exploitation est moins intense que l'esclavage, mais elle a l'avantage de pouvoir être étendue à l'échelle de la planète. Et ça a été le cas. En 1910, grâce à l'ensemble des colonies, les actifs français détenus à l'étranger représentent 120% du revenu national. C'est un record historique mondial, juste derrière l'Angleterre qui, elle, était à 190% du revenu national. Cela représente pour la France plus de 390 milliards d'euros de profits tirés entre 1820 et 1950. L'industrie textile se développe à partir du 19e siècle grâce à l'importation de fibres de coton importées des colonies et qui ont l'avantage d'être plus souples que les fibres de lin européen, provoqué sa désindustrialisation, selon l'économiste Paul Bayrock. Au 19e siècle, un tiers des textiles utilisés pour vêtir les millions d'esclaves venaient d'Inde. Et les importations en provenance d'Asie, textiles, soieries, thé, porcelaine, étaient payées essentiellement par l'argent venu d'Amérique depuis le 16e siècle. Le commerce avec la Chine était imposé par sa semi-colonisation lors des guerres d'opium durant lesquelles l'Angleterre, la France et les États-Unis imposent à la Chine d'autoriser la vente d'opium cultivé dans la colonie indienne. C'est de cette interaction intercontinentale forcée, permise par la déportation de millions de travailleurs esclavagisés africains, qu'est née la révolution industrielle et le capitalisme, comme l'avait déjà compris Marx. La vraie initiatrice du régime colonial, la Hollande, avait déjà, en 1648, atteint l'apogée de sa grandeur. Elle était en possession presque exclusive du commerce des Indes orientales. Les capitaux de la République étaient peut-être plus importants que tous ceux du reste de l'Europe pris ensemble. Cette révolution industrielle et capitaliste a enrichi la France. Mais le calcul précis de la modélisation de la part des colonies dans cette évolution économique est particulièrement complexe, notamment parce que chaque nation européenne bénéficie aussi des colonies et de l'industrialisation des autres nations. Mais cela représente plusieurs centaines de milliards d'euros de revenus national supplémentaires pour la France. Les grandes puissances impériales, l'Angleterre, puis ensuite la France, les États-Unis, la Hollande et la Belgique, s'industrialisent en premier. L'Allemagne, dont l'empire colonial est plus tardif, engage sa révolution industrielle plus tard. Ainsi, entre 1871 et 1914, les exportations allemandes quadruplent et elles se font pour les 3/4 vers les puissances colonialistes à l'ouest. Idem pour les pays scandinaves qui ont participé de manière directe à la colonisation, par exemple avec le Danemark qui a déporté 100 000 esclaves, ou alors de manière indirecte, comme la Suède qui est l'une des principales fournisseuses de chaînes pour les esclaves. La Suisse s'enrichit aussi indirectement de la colonisation en prêtant de l'argent aux pays colonialistes et impérialistes. Pour comprendre comment cette deuxième phase de la colonisation a enrichi la France, revenons à Jacques Marseille. Vous savez, cet auteur qui dirait, selon les Doitard, que la colonisation était une ruine pour la France. D'après les recherches de Jacques Marseille, pour les fabricants de bière et d'eau de vie, les constructeurs de rails, de locomotives, les tisseurs de coton, les fabricants de cordages, les industriels de la bougie et du savon, l'empire colonial représentait en 1906 l'essentiel des exportations. Pour les industries des corps gras, du sucre, la fabrication de pâtes et de semoules, mais aussi des superphosphates, le réservoir colonial était, avant 1914, une source d'apprivoisement essentielle. Et les taux de profit réalisés par les entreprises exploitant aux colonies étaient bien supérieurs à celles des sociétés exerçant leur activité en métropole ou à l'étranger. Et Jacques Marseille écrit « Le marché colonial garantit à des couches majoritaires du patronat français un débouché sûr et protégé, à la croissance régulière et soutenue. Le placement colonial cumule alors deux avantages majeurs, la rentabilité et la sécurité qu'offre la domination politique directe. Et après 1918, l'empire colonial devient le premier partenaire commercial de la France. Il représente un tiers de l'investissement extérieur total. Mais il y a un divorce à partir des années 30. Jacques Marseille explique qu'une partie des capitalistes français et de certaines industries n'ont plus d'intérêt économique dans les colonies à partir des années 30 et surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale. À partir de cette période, pour que les colonies, qui sont encore très largement paysannes, restent un investissement durable, il aurait fallu industrialiser. En effet, d'après l'économiste Paul Cockshott, part de l'exploitation capitaliste et du colonialisme à la population française. Comme le résume l'auteur marxiste Lucien Goldman dans ce petit livre aux éditions Delga, grâce à de nombreux facteurs dont l'expansion coloniale a été le plus important, le capitalisme occidental a pu, dès le début du siècle, commencer à accroître le niveau de vie des classes ouvrières métropolitaines pour éviter l'explosion révolutionnaire. Et on retrouve aussi dans le livre de Lénine sur l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, un extrait d'un bourgeois qui explique peu ou prou la même chose. C'est ce que Lénine appelait les racines sociales de l'impérialisme.
Ainsi, d'après l'IFOP, en 1939, 40% des Français étaient prêts à se battre plutôt que de céder la moindre part de nos possessions coloniales. Et les plus forts pourcentages se retrouvaient chez les moins de 30 ans, chez les plus de 60 ans et chez les ouvriers. On peut aussi parler du fait que la droite, mais aussi certains socialistes et certains communistes, s'opposent à une présence plus égalitaire des indigènes à l'Assemblée nationale. Selon le parti de centre-droit, cela conduirait à réduire le niveau de vie de la métropole d'au moins 25 à 30%. Puis, lors de la Seconde Guerre mondiale, les 2 tiers des soldats de l'armée de libération française en 1944 étaient des tirailleurs indigènes. En plus, lors de cette guerre, les colonies ont permis de protéger 2500 tonnes d'or caché dans la souterraine de la Banque de France. Car il faut savoir qu'au 18e et 19e siècle, la France est le pays qui possède le plus d'or au monde. Et cet or vient essentiellement des colonies. Cet or a été évacué aux Antilles, en Afrique, en Indochine et aux États-Unis pendant la guerre. Des officiers allemands se présentent rue de la Bruyère, dans le 1er arrondissement de Paris, au siège de la Banque de France. Les nazis sont bien obligés de se rendre à l'évidence. L'immense salle de 11 000 mètres carrés est entièrement vide. L'or français est donc réparti en 3 endroits du globe. À New York, aux États-Unis d'abord, aux Antilles, en Martinique ensuite, en Afrique, dans le port de Dakar au Sénégal enfin. Ainsi, les nazis n'ont jamais pu mettre la main dessus et la France a pu les récupérer après la guerre. Cet or se trouve encore aujourd'hui à la Banque de France et vaut environ 136 milliards d'euros. Ainsi, l'Empire français était dans une situation absurde. L'Empire devait être maintenu, mais pas trop développé. La France a dépensé des fortunes pour développer des infrastructures coloniales. Toutes les routes, les hôpitaux, les écoles et les dispensaires ont été financés par le contribuable français. Ensuite, en leur ouvrant des routes, des voies ferrées, des ports, des aéroports, des hôpitaux, des écoles, etc. Et tout cela, ce sont nos grands-parents qui l'ont payé avec leurs impôts. C'est faux, parce que la politique budgétaire, elle était celle de l'équilibre. Et c'est les indigènes qui finançaient et construisaient par les corvées les hôpitaux, les écoles, les routes, les ports, principalement au service des colons et de la métropole. De plus, les colons fonctionnaires étaient rémunérés environ 10 fois le revenu national moyen par adulte en vigueur dans les colonies. Mais même après les indépendances, à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, la colonisation passée continue à profiter aux pays du Nord. C'est ce qu'on appelle l'échange inégal entre des nations aux forces productives inégalement développées. C'est la colonisation et le néocolonialisme, notamment avec la France-Afrique, qui établit les structures des économies développées du centre et des économies dépendantes et désarticulées des périphéries. Par ce mécanisme, le Nord global vole chaque année 10 milliards de tonnes de matières premières, mais aussi 379 milliards d'heures de travail et 800 millions d'hectares de territoire au pays du Sud global. Et la France a ainsi extrait plus de 4300 milliards d'euros au reste du monde entre 1960 et 2017. Mais on expliquera davantage le mécanisme de l'échange inégal dans une autre vidéo. On peut donc raisonnablement affirmer, sans prendre trop de risques, que la colonisation a rapporté plusieurs billions d'euros à la France. Est-ce que cette somme constitue une dette que la France devrait rembourser? Alors, en partie, mais pas seulement. Pour estimer cette dette, il faudrait considérer, tout d'abord, la valeur des dizaines de millions de vies humaines perdues, notamment lors de l'esclavage, lors du transport de l'esclavage, mais aussi en prenant en compte les tirailleurs indigènes et les résistants à l'Empire. Des tonnes de ressources consommées et irrécupérables. Une large part du dérèglement climatique qui touche surtout les pays du Sud, alors que les principaux responsables sont à 92% les pays du Nord. Et la mise en dépendance économique des pays du Sud vis-à-vis du Nord. Parce que, en plus, parler de réparation pourrait donner la fausse impression que le pillage des pays du Sud, c'est du passé. Alors que, avant de penser à rembourser quelqu'un, il faut commencer par arrêter de le voler. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que pour chaque euro d'aide envoyé aux pays du Sud, le Nord lui extrait 14 euros à travers l'exploitation capitaliste. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.